Bonjour, Mélissa Normandin-Roberge, très contente de t'accueillir pour cette première interview d'inspiration sur le thème « Ils se sont réalisés ». Comment vas-tu? Ça va bien, merci beaucoup Nathalie. Je suis très, très heureuse d'être là. Alors, Mélissa, ce que je te propose pour commencer ce sont des questions d'échauffement. Ça te va? Oui, parfait. Alors, ta couleur préférée? Oh! Le turquoise. Ok, comme moi. C'est une couleur que j'aime beaucoup aussi. Plutôt sucré-salé? Les deux, je suis incapable de choisir. Moi, en fait, je fais les deux, sucré-salé en même temps. Ok, super. À quoi tu rêvais quand tu étais petite fille? D'être la plus grande chanteuse de la planète. Waouh! Ton livre préféré? Mon livre préféré, L'univers veille sur vous, de Gabrielle Bernstein. Ok. Quel est ton péché mignon? Hmm. Ben, je ne sais pas si vous connaissez ça, ou vous le dites comme ça, c'est des jujubes. C'est des bonbons, mais un peu gélatineux, là. Ouais, Il y ouais. en a des surettes, il y en a des... Moi, je suis tombée là-dedans quand je suis née, en fait, parce que ma mère en mange énormément. Donc, je ne peux pas résister à des jujubes. Voilà ton péché mignon. Qu'est-ce qui te rend triste? Je suis une hypersensible, donc il y a beaucoup de choses qui me rendent triste. Je dirais qu'il peut être un peu loufoque à la fois, mais le film Ghost, Mon fantôme d'amour, Mmh. je suis inconsolable. À toutes les fois que j'écoute ce film-là, c'est inconsolable. Sinon, ce qui me rend triste, c'est de voir, comme les enfants sont tristes, moi aussi, ça me rend, ouais, beaucoup. Ton pays préféré? Hmm. Je suis tombée réellement en amour, c'est pas un pays, mais avec Hawaï. J'ai adoré Hawaï. Sinon, la Barbade, j'adore parce que ma meilleure amie est là, donc il y a aussi quelque chose de très émotif, en Ouais, fait. ouais. De quoi tu as besoin, toi, pour démarrer ta journée? Un beau mélange et d'action et de routine et de me poser. Donc, tout ça va se faire le matin, mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin, aussitôt que je me réveille, j'ai besoin de musique douce. Ouais, Oui, en, aussitôt que en, je... en bonne Oui, sensible, hein, y aller tout doux, quoi. Ah, ah, je comprends bien. exactement. Ok. Qu'est-ce qui te ressource le plus? La nature, beaucoup, et jouer du piano. Je peux me perdre facilement 1 heure, 2 heures, 3 heures devant mon piano. Ta plus belle qualité? C'est une bonne question. Je dirais, en même temps, c'est pas une qualité parce que je trouve que c'est un choix. Ma persévérance, assurément. Mon courage. Mmh. Oui, mon courage. Et est-ce que tu peux te présenter en 3 mots? En 3 mots, OK. Experte en paillettes? Génial. Merci Mélissa d'avoir joué le jeu pour Ça me fait cette plaisir. démarche et cet échauffement. Alors, je rappelle à notre public, au public qui nous écoute, l'intention donc de cette vidéo inspirationnelle, c'est vraiment de pouvoir comprendre comment les personnes que j'interviewe se sont réalisées malgré parfois des moments de doute, parfois des débuts plus difficiles. Donc voilà, je suis donc très heureuse de t'interviewer sur ce sujet-là et de démarrer avec toi. Alors, je vais peut-être te demander, Mélissa, quels sont les challenges de ta vie qui ont fait qu'aujourd'hui, tu es la personne que tu es? C'est drôle parce qu'en fait, moi, j'ai toujours été une entrepreneur et ça a toujours été facile pour moi. Tu sais, parfois, on va me demander, c'est quoi tes difficultés en tant que femme d'affaires? J'en ai eu, mais je ne les ai jamais réellement vues comme des difficultés parce que j'ai toujours été très alignée sur ce que je faisais. Mais j'ai découvert, en fait, que je ne pouvais être ça ne pouvait pas être autrement qu'être une entrepreneur. Et c'est peut-être là que le challenge s'est fait, c'est que j'essayais beaucoup de rentrer dans ce que la société nous dit, dans ça doit être comme ça, on doit aller à l'école, on doit trouver un métier. Et moi, j'étais toujours extrêmement perdue parce que je me disais, il n'y a rien que je vais faire toute ma vie, pendant toute ma vie. Je ne pouvais pas concevoir ça. Donc, la première peut-être difficulté, challenge qui m'a amenée à être ce que je suis aujourd'hui, c'est justement vers 15 ans, 16 ans que je me suis rendu compte, je me disais, ça ne peut pas être ça la vie. Ça ne peut pas être, je me couche, je me réveille le matin, je vais à l'école, je me recouche, je me réveille.
ça m'a réellement plongée dans une angoisse assez indescriptible, vraiment beaucoup. Et ça m'a suivie, en fait. Ça m'a suivie pendant longtemps à me dire, non, ma vie ne sera pas comme ça. Je ne peux pas concevoir que la vie va être comme ça. Et je voyais mes parents, mais j'ai de très, très bons parents qui ont été des employés toute leur vie et ils attendaient leurs vacances, ils attendaient leur week-end avec impatience. Puis je me disais, mais ça ne fait pas de sens. On est lundi, aujourd'hui, c'est une belle journée, il me semble, un lundi. Donc ça, je dirais peut-être le premier challenge a été ça. Ensuite, définitivement, ça en est suivi une série qui est venue avec mon 30 ans. Donc, cette urgence de vivre-là est réapparue à 30 ans en me disant, les 30 premières années de ma vie ont passé comme ça. Ouais. Je n'ai pas encore réalisé tout ce que je souhaitais et je ne suis pas en train de le faire non plus. Et là, j'ai eu une espèce de mal-être de me dire, non, ça n'a aucun sens que la vie soit comme ça. Je fais du lavage, je fais du ménage, je fais à manger pour mes enfants, je me couche et je recommence le lendemain. Et c'est une série de journées qui se suivent et qui se ressemblent. Et ça m'a juste, en fait, ouvert les yeux sur comment je voulais avoir ma vie maintenant. Donc, ça en est suivi effectivement une série de je ne vais dire pas de difficultés, mais de moments plus pénibles parce qu'il y a eu une séparation à travers ça. Je suis tombée monoparentale, maman de 3 enfants avec une entreprise et qui repose tout sur mes épaules. Mais en même temps, ça m'a tellement montré à quel point j'étais courageuse. Un courage que je ne soupçonnais pas, en fait, que je savais, mais pas à ce point-là. Donc, ce qui me touche aussi, c'est que manifestement, très petite, tu étais déjà lucide sur le fait que tu voulais, toi, avoir ta propre activité, en fait. Oui, c'était pas défini comme ça. On dirait que pour moi, c'était tellement une évidence de dire j'ai une idée, je la transforme en quelque chose qui va être monétisable. C'était beaucoup. Je me rendais compte, et j'étais petite, puis je me rendais compte à quel point la vie passe vite. Ça m'angoissait, là. J'ai 8-9 ans, puis je sais que la vie passe vite, puis les vacances passent vite. Et ça, là, il y avait quelque chose de profondément angoissant là-dedans, puis ça me suit depuis que je suis toute petite, de me dire la journée passe rapidement, les mois, les années passent. Donc ça a toujours fait partie de mon questionnement, effectivement. Alors, c'est un questionnement que les enfants à haut potentiel ont relativement souvent. Okay. Toi, je sais pour en avoir parlé avec toi précédemment que tu n'étais pas au courant quand tu étais enfant, que tu étais concernée par le haut potentiel. C'est assez récent. Oui. Est-ce que ça a changé pour toi de le découvrir? J'ai toujours senti que j'étais différente. J'avais des amis quand j'étais au secondaire. J'étais très bien entourée, mais je sentais toujours que j'étais différente d'elles parce que je me questionnais pour un rien tout le temps. Tout devenait un prétexte pour me questionner, me remettre en question, douter, alors qu'elles faisaient leur examen de français, puis c'était pas mal leur seule source d'angoisse. Et moi, je m'angoissais pour ce que je vais faire dans les prochaines années. J'ai eu un diagnostic, en fait, de TDA. Il y a maintenant 4 ans. Quand mon troisième, en fait, est arrivé, mon troisième enfant, j'ai senti que là, j'étais souvent dépassée, débordée, mais pas par la maternité. Moi, la maternité, ça allait très bien, mais c'était tout ce que j'avais à faire. J'oubliais des choses. L'hypersensibilité a beaucoup ressorti. Donc, j'ai consulté et effectivement, il y a un diagnostic qui est tombé qui n'a pas tant changé ma vie parce que je pense que je m'en doutais un peu. Et on ne l'avait jamais perçu, en fait, ce trouble de déficit de l'attention-là, parce que quand j'étais au secondaire, en fait, dans mes études de 13 à 17 ans, j'allais dans une école où on faisait des modules à notre rythme. Donc, moi, je terminais mes années en décembre, janvier, ce qui fait que je pouvais organiser plein de spectacles après, pendant mon année. Mais pour moi, c'était normal parce que je me disais, je peux le faire, on a cette possibilité-là. Donc, j'ai toujours un peu passé sous le radar et j'étais très bonne à l'école. Mais en vieillissant, je me suis rendu compte que mon attention était très difficile. Avec l'arrivée des médias sociaux, le téléphone, c'est devenu très, très, très confus. Et le haut potentiel s'est manifesté. En fait, pour vrai, j'ai pensé que j'avais des traits d'autisme. J'ai commencé à me questionner parce que j'ai vraiment des obsessions sur des sujets un peu ridicules comme les dinosaures. Moi, j'aime beaucoup les dinosaures. Je ne sais pas pourquoi. Une experte en paillettes et en dinosaures, peut-être? Oui, exactement. Et là, je n'osais pas le dire à personne parce que je me disais, mais d'où ça sort, les dinosaures? Bref, et j'ai commencé à lire beaucoup sur le haut potentiel et en consultant, en fait, effectivement, je me suis rendu compte que oui, le TDA, probablement, mais on est encore peut-être plus dans le haut potentiel. Et ce qui explique beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a une combinaison, je ne sais pas si tu connais le terme, le twice exceptional.
Hein, c'est une combinaison du haut potentiel avec un trouble, hein, qui fait que l'un peut masquer l'autre, mais qu'en tout cas, à travers ton haut potentiel, probablement que tu ne vis pas le TDA de la même manière que quelqu'un d'autre. Ah, ça ferait du sens. Voilà. Ça ferait beaucoup de sens. OK. Et donc, ce que tu disais, c'est que ça n'a pas changé fondamentalement quelque chose. Ce que je comprends, c'est que tu fonctionnais déjà bien, mais est-ce que je comprends que le fait de mettre ces mots-là, ça a donné du sens ou pas? Oui, ça a donné du sens. C'est ça, j'essaie le plus possible de ne pas me caractériser ou de ne pas m'emboîter dans un cadre parce que je l'ai été longtemps. Puis quand je le fais, c'est là que je suis un petit peu plus malheureuse. Donc, ça fait partie de moi comme beaucoup d'autres choses font partie de moi, comme mes cheveux, je me dis, ça fait partie de qui je suis, mais ça explique bien des choses. Parce que moi, c'était beaucoup au niveau justement, de mon hypersensibilité, de mon angoisse qui est souvent présente, de mes réactions parfois qui sont hyper spontanées. C'est très drôle parfois, puis d'autres fois, j'aimerais bien les canaliser, mais là, ça a expliqué. J'ai fait, OK, au moins, il y a quelque chose de rationnel dans mon irrationalité, finalement. Ça donne du sens, ça explique. Hein. Ouais. Oui. Oui, j'en profite pour repartager à notre public, c'est que moi, effectivement, j'aime bien l'idée que tu dises que c'est pas se définir, mais j'appelle ça une grille de lecture. Et cette grille de lecture nous permet de savoir comment nous fonctionnons et effectivement de redonner ce fameux sens dans des manières parfois atypiques de faire les choses, de les comprendre, de fonctionner, etc. Et ça rassure, je pense. Puis ça nous aide à... Je vais employer le mot pardonner, mais c'est un grand mot, mais il y a parfois des réactions que même moi, je ne suis pas fière de ces réactions-là parce que je me dis, voyons, là, j'ai vraiment overreacté, qu'on va dire au Québec, mais sans l'excuser, je comprends plus. Donc, je sais que ça fait partie de. Donc, maintenant, c'est plus facile pour moi justement de m'excuser, pas en utilisant cette excuse-là pendant, mais là, c'est parce que, mais juste de faire, OK, là, je viens vraiment de mal réagir, je comprends pourquoi, maintenant, je m'en excuse. C'est plus facile, effectivement, c'est ça, d'expliquer ce qui n'est pas nécessairement explicable habituellement. Oui, tout à fait. Puis, d'une certaine manière, ça déculpabilise aussi, je pense. Oui, effectivement, ça déculpabilise beaucoup. Et c'est très drôle parce que je vois, moi, j'ai 2 garçons, une fille. Ma petite fille a 10 ans et je le sais que c'est exactement ma mini-copie et je la vois dans ses réactions, puis je ne peux qu'effectivement la comprendre. Je ne passerai pas tout de suite les tests avec elle parce que je n'en vois pas nécessairement l'utilité, mais je vois très bien plusieurs particularités de ce haut potentiel-là. OK, super. Alors, est-ce que tu peux nous dire, pour toi, s'accomplir, qu'est-ce que ça veut dire? S'accomplir, en fait, est un des besoins fondamentaux qu'on ignore trop souvent. Parce que le fait de s'accomplir veut dire prendre des risques, parfois, veut dire aller au bout de ce qu'on a à l'intérieur, alors que quand on devient un adulte, je pense qu'on essaie de taire ces besoins-là. Parce que l'accomplissement rime parfois avec beaucoup de choses, rime avec un peu de condescendance, un peu de trop d'ambition, surtout pour une femme, je pense. Donc, s'accomplir, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas taire ce besoin d'accomplissement-là. Il est là, il est présent, il est nécessaire au bonheur. Parce que plus on l'éteint, plus on essaie de... Moi, je dis souvent que dans ma vie, ça a été ça, c'est que c'est comme si c'était un presto. Donc, je le mettais, là, puis je poussais et ça a explosé. À un moment donné, je n'ai pas eu le choix d'aller au bout de ça. Donc, s'accomplir, oui, c'est le besoin fondamental, autant que de manger, de dormir, mais que celui-là, parce qu'il est peut-être moins bien vu, comme si on essaie de prouver quelque chose, on va le mettre de côté. Mais pourtant, il est là, il est viscéral, en fait. Oui, et te connaissant, je sais aussi que dans ta manière de t'accomplir, tu as une manière bien particulière. Tu ne rentres pas, tu nous l'as partagé dans l'interview, mais tu ne rentres pas dans les rangs. Non. Tu oses vraiment être toi. Alors moi, en toute authenticité, la première fois, je me suis dit, ouais, Qui est-elle? Paillette. Mais, alors, je te vois t'accomplir aussi bien en tant que maman, et puis je te vois t'accomplir aussi professionnellement. Et la question, ça serait qu'est-ce que tu conseillerais aux gens
pour pouvoir vraiment être connecté à eux et oser être eux-mêmes en sortant des conventions du moule, par exemple? Et premièrement, c'est d'avoir... là, je suis en train de regarder l'éclairage en passant, puis je me dis, c'est épouvantable comment on voit rien. Non, tu n'es pas un dinosaure. Non, je ne suis pas un dinosaure. Je suis profondément désolée. J'ai essayé d'ajuster quelque chose, mais ce n'est pas ma force. Bon, ceci étant dit, je pense qu'il faut premièrement en prendre conscience. Est-ce qu'en ce moment, je suis en train d'essayer de rentrer dans un cadre, de rentrer dans un moule pour plaire à je ne sais pas qui? Et ça, c'est la prise de conscience qu'on ne fait pas assez souvent parce qu'on ne nous l'a pas enseigné. Dès le départ, on va à l'école et on entre dans un rang à l'école. Donc, déjà, ce premier constat-là de voir, est-ce qu'en ce moment, je mène la vie que j'aimerais mener si j'avais la liberté de le faire? La deuxième chose, c'est vraiment de se connaître. On ne se connaît pas. Tantôt, les petites questions que tu me posais, c'est des questions banales. Puis parfois, il y a des gens qui vont faire, je ne sais pas, c'est quoi ma couleur préférée? Mon péché mignon, je ne sais pas, j'ai aucune idée. Donc, quand on se connaît, ça devient beaucoup plus facile de laisser tomber les barrières, d'enlever, moi je dis, on enlève des couches pour se rapprocher de la personne qu'on est vraiment. Un autre exemple, j'aime les dinosaures. J'aime beaucoup les dinosaures. Si je m'en cache de ça, je cache une partie de moi. Mais pourquoi est-ce que je le fais? Par peur de déplaire, par peur que les gens disent, mon Dieu, qu'elle est étrange, cette fille. Mais finalement, si je me fie à ma propre vérité, pour moi, c'est normal d'aimer les dinosaures. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a une part du jugement des autres qu'on doit absolument... C'est drôle, à toutes les fois que je lis des études là-dessus, la deuxième peur la plus importante au monde, il y a la peur de la mort, il y a la peur du jugement des autres. C'est fou, là. C'est à quel point c'est imprégné en nous, ça fait partie, en fait, de beaucoup de notre cheminement. Donc, de mettre ça de côté en se connaissant un peu plus. Si je me connais et que je m'accepte telle que je suis, ce que l'autre va dire de moi, ça ne me dérange pas. Ça ne m'appartient pas, en fait. Et je dirais que la troisième chose, c'est de se rapprocher de l'enfant et de l'adolescente qu'on a été. Parce qu'on n'a pas encore été contaminé justement à ce qui devrait être et à ce qu'on devrait aussi être. Donc moi, plus j'ai retrouvé ma petite fille intérieure, plus j'ai retrouvé l'adolescente que j'avais mis de côté, plus je me suis rapprochée du bonheur, en fait. Parce que oui, j'axe beaucoup ma vie sur le plaisir. Ma vie, en fait, est plaisir. Je suis avec mes amis très souvent. Je fais des spectacles. J'adore ce que je fais. Mais ça, c'est réellement mon hommage à Mélissa, 14 ans, 15 ans, qui rêvait de ça déjà quand elle était petite. C'est très touchant ce que tu dis, effectivement. On sent ce pétillement de l'enfant, c'est la vie en fait, parce que les petits, en fait, ils ne se posent pas ces questions-là, ils vivent, ils font, pour peu qu'on leur laisse la place, effectivement. Hein. Ah ouais. Oui. Dernière question que je ne peux pas m'empêcher de te poser, pourquoi cette histoire de paillettes? D'où ça vient? Donc, autant j'ai une obsession sur les dinosaures, autant j'ai une obsession sur la paillette. C'est drôle, Nathalie, parce que moi, ma grand-mère maternelle est décédée quand j'avais 2 ans. Et dernièrement, là, il y a peut-être je dirais 1 an ou 2, j'ai comme un lien avec cette grand-maman-là, sans nécessairement comprendre pourquoi, mais je sais qu'elle m'a beaucoup aimée. Il y a vraiment quelque chose de particulier et pourtant, tous mes grands-parents sont décédés et c'est toujours à elle que je parle, sans savoir pourquoi. Et ma mère me disait dernièrement, et tu me fais penser à ta grand-mère, parce que ma grand-mère, elle avait cette folie-là, cette espèce de... ça ne me dérange pas ce que les gens pensent. Elle était un peu exubérante et elle aimait vraiment la paillette, mais profondément. Elle portait souvent des accessoires très, très bling-bling, mais ça, je ne savais pas ça. Donc, je me dis, il y a peut-être une part de ça, mais quand j'étais petite, pour vrai, ça faisait partie de ma vie. Je faisais des spectacles de danse, j'aimais tellement les costumes à paillettes, il y avait toujours quelque chose qui m'attirait vers ça et c'est resté. Mais encore là, je le cachais parce que qui aime la paillette? Puis on ne portera pas trop de paillettes parce que c'est une journée qui n'est pas Noël ou qui n'est pas une occasion spéciale. Pour un jour, à 31 ans, j'ai fait non, je ne sais pas pourquoi, mon idée m'emmène encore là, la paillette, ça va être ça. Et avec un gros sentiment d'imposteur de dire, mais comment est-ce que je vais réussir à parler de ça ouvertement et à l'aborder? Et j'ai fait le parallèle en affaires, en fait. C'est que lorsqu'on veut réussir en affaires, on doit se faire remarquer. L'un ne va pas sans l'autre. Si on veut que les gens achètent nos produits ou nos services, il faut premièrement qu'ils nous remarquent.
Et la paillette, on ne peut pas l'ignorer. C'est impossible. S'il y en a dans une pièce, nos yeux sont automatiquement attirés. Puis ce que je remarquais, c'est que les femmes, en vieillissant, s'empêchent de briller et s'éteignent. Elles s'éteignent en ajoutant des couches. Et ça va autant dans le vêtement. Pour vrai, c'est qu'on voit que les femmes, en vieillissant, vont même prendre du poids parce qu'elles font plus attention à elles. Et là, elles portent des vêtements plus larges. Et ça continue toujours comme ça, des couleurs beaucoup neutres pour pas qu'on les remarque. Et malheureusement, c'est un grand nombre de femmes qui font ça. Donc, j'ai aussi associé ce message-là, en fait, de dire, la paillette, elle ne se pose pas de questions, elle brille. Ouais. Peu importe, elle brille. Elle prend la lumière qui est là et elle brille. Elle ne se demande pas est-ce que je devrais, est-ce que ça va déranger, est-ce que... Et il y avait quelque chose au niveau des femmes, en fait, qui me dérangeait profondément, à quel point les femmes sont mesquines et jalouses trop souvent entre elles, alors que moi, je viens de l'époque Spice Girls. Les Spice Girls étaient toutes pour une pour toutes, et le message était Girl Power. Il y avait quelque chose là-dedans qui venait profondément me faire vibrer. Et j'ai encore fait le parallèle. Une paillette, c'est bien. On la voit bien. Quand il y en a vraiment plusieurs, c'est extraordinaire parce que là, on ne peut pas les ignorer. Et c'est devenu vraiment très cohérent, en fait, comme message, même si après ma barre, tu fais, mais c'est quoi cette histoire de paillettes? Et pour la petite histoire courte, bien, j'ai vraiment de la paillette partout dans ma maison. J'en ai partout. Enfin, pas dans ta maison, j'ai jamais été dans ta maison, mais En ce moment, je suis dans mon bureau et le papier peint, c'est de la paillette. C'est ma vie. Donc, maintenant, ça fait partie, et c'est très fort parce que dès les premiers instants, en fait, les gens ont associé rapidement mon message à moi, évidemment, et c'est devenu instinctif. En fait, c'est aussitôt que les gens voient de la paillette, m'envoient des images, m'envoient de... Donc, je me suis dit, OK, ça fait son chemin. Ce Noël, hein, j'ai acheté pas mal de cadeaux et des boîtes paillettes et j'ai systématiquement pensé à toi. Ah, tu vois. Merci Mélissa pour cette interview et tout ce que tu transmets et ton enthousiasme. Ça me fait plaisir, Nathalie. Merci beaucoup à toi de m'avoir reçue. À bientôt. À bientôt.